Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale toutes les 2 semaines sur les ondes de Radio GMT. Alors d'avance, excusez-nous pour ces 2 semaines d'absence. On vous annonce tout de suite, comme ça, pas de malaise, que on sera pas là non plus dans 2 semaines. Calendrier un petit peu chargé pour nous tous en ce moment. Donc, on vous fait une petite émission ce mois-ci et après on se retrouvera dans un mois. Une émission chargée. Donc on va commencer directement avec le générique et on retrouve toute l'équipe juste après. Et nous revoici donc pour cette émission épisode 10 de la saison 1. Avec nous ce soir l'équipe des habitués que je vais présenter de ce pas. Nous avons en premier le grand Gaëtan. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour à Eh bien, toi. ça va, ça va. Nous avons également le grand Maxime. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Encore un plaisir de vous retrouver. Nous aussi, en direct de sa Bretagne natale. Et enfin, nous avons le gigantesque Thomas. Bonsoir. Tu comprendras Et que merci. Oui. on a essayé de présenter comme il fallait pour pas que je me fasse reprocher de vous oublier encore une fois. Et je serai également là, comme vous le remarquez, pour vous casser les pieds durant toute l'émission, votre cher Simon. Ce que je vous propose, c'est qu'on n'attende pas plus longtemps et qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, comme d'habitude, on commence par la partie actualité. Je crois que Maxime va introduire la chose avec des petites nouvelles qui seront en lien d'ailleurs avec notre dernière émission avec Persévérance. Et oui, mon cher Simon, et oui, mes chers amis, j'ai envie de vous dire, allô Houston, nous avons du son sur Mars. Du son, n'en déplaira aux aficionados de la musique, il ne s'agit pas de David Bowie, il ne s'agit donc pas du Tesla Roadster d'Elon Musk qui s'est enfin crashé sur la planète rouge, mais bien de sons entre guillemets naturels de Mars. Il s'agit de la captation pour la première fois de vent martien grâce au bien nommé rover Perseverance, rover de la NASA, qui, si vous en souvenez bien, s'est posé sur Mars le 18 février dernier. Bon, les gars, est-ce que vous en avez entendu parler? J'imagine que oui. Petit peu quand même, parce que c'est quelque chose. C'est, comme tu le disais, c'est la première fois qu'on entend réellement, entre guillemets, le son qu'on pourrait entendre si on était nous physiquement sur Mars, quoi. Ou presque. Exactement, Et c'est quand même, enfin moi je exactement. trouve ça incroyable. Puisque les premiers sons martiens qu'on avait, en fait, étaient des reconstitutions sonores de vibrations qu'on avait eues, par exemple, avec le sismomètre InSight, enfin, sismomètre SEIS sur la mission InSight. Euh, Aujourd'hui, et donc pour la première fois, grâce à un micro qui a été développé à l'ISAE Supaéro à Toulouse, nous avons enregistré du son martien, du vent, mais aussi les bruits du rover, les bruits de ses tirs laser. Ces bruits ont été enregistrés lors des sols 1, 4, 11 et 12. Les sols, c'est ce qu'on appelle, c'est les journées martiennes. C'est comme ça qu'on les appelle. Euh, donc plusieurs sons ont été enregistrés, des bruits de vent étouffés, puisque au moment de l'enregistrement, la caméra, enfin le micro était encore un petit peu sous couvert dans le rover. Et ensuite, au déploiement du mât du rover, où se trouve l'instrument Supercam, l'instrument français qui est donc sur Persévérance, on a pu enregistrer des sons d'une très très haute qualité, euh, puisque en fait, la particularité d'enregistrer des sons sur Mars, c'est qu'il faut savoir que la pression atmosphérique y est 150 fois plus faible. Ce qui veut dire que le son s'y propage aussi plus difficilement. Il a donc fallu mettre au point un micro d'une très très grande sensibilité, et pour ça, on peut remercier l'ISAE Supaéro. Donc, on a enregistré donc, plusieurs types de sons, je vous l'ai dit, des tirs laser. Au passage,
si vous êtes curieux, vous pourrez aller les écouter sur le site de la NASA, mais aussi sur les réseaux sociaux du CNES. Il me semble qu'ils les ont partagés. Absolument, ouais. Moi, c'est là que je les ai découverts, ouais. Et c'est très impressionnant. Enfin, juste pour, enfin, le son du laser, c'est quelque chose de très particulier, une sorte de cliquetis un peu inattendu. Mais par contre, le son du vent, j'invite tous les auditeurs qui ne l'ont pas encore écouté à mettre un casque ou des grosses enceintes et à fermer les yeux. C'est très très perturbant de dire que c'est un son qui provient d'une autre planète, quoi, littéralement, quoi. Mais moi, c'est ça qui m'a marqué et c'est, comme tu le disais, de très grande qualité, ouais. Donc Ouais, merci Lizel. c'est assez prenant, c'est très, je sais pas, je sais pas si vous êtes un petit peu amateur de musique ambiante, un petit peu, vous savez, qui remue un peu brusque avec beaucoup de basse et pas grand-chose d'autre. Et bah, c'est un peu Faut, l'impression que ça donne quand on le met faut pas en quand dire on plus met pour Gaëtan, je crois. pardon? C'est exactement ça. C'est Là, ouais, là, tout à fait. tu as trigger Gaëtan, là. On a peut-être des petites discussions à avoir tous les 2. Mais ce qui est intéressant et pour un petit peu comprendre aussi comment ça fonctionne, c'est que, à titre de comparaison, un son audible, donc sur Terre à une distance de 100 mètres ne sera audible sur Mars qu'à une distance de 10 mètres. C'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu la sensibilité qu'il faut, à ce micro et aussi son utilité puisque vous allez me dire: «Pourquoi mettre un micro?» Enfin, je veux dire, il y a personne à enregistrer, globalement sur Mars. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais en fait, c'est très, très utile puisque ces micros puisque, en fait, il y a 2 micros, un sur le flanc du rover et un juste à côté de l'instrument Supercam, donc en haut de son mât, donc qui est globalement, sont ses yeux, hein, globalement pour que vous puissiez vous imaginer ça. Et ben, leur utilité, c'est de pouvoir aussi caractériser l'atmosphère martienne, la turbulence, mais aussi la vitesse du son, la vitesse du vent et sa direction. Et enfin, ce micro va aussi être utile afin d'écouter le rover lui-même lors des différentes opérations, lors des mouvements de roue, afin de savoir si on roule sur une roche dure, sur une roche molle, savoir si les tirs laser fonctionnent bien, pouvoir aussi caractériser la roche grâce au son émis au moment des tirs. Enfin bref, une panoplie d'utilités et il me semble que certaines personnes à l'ISAE sont très 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 contentes des résultats, des premiers résultats obtenus par ce micro. Alors moi, pour l'info, j'avais entendu parler du son martien déjà il y a quelques années parce qu'il y a ces deux étudiants en ingénierie sonore qui avaient rien à voir avec l'astrophysique, l'astronomie, etc., mais qui ont essayé de définir comment le son se propageait sur Mars. En fait, l'idée à la base, ils voulaient fabriquer, enfin, ils voulaient essayer l'idée, c'est d'essayer d'entendre un son martien avant l'heure, en gros. Et du coup, ils ont écrit tout un papier où ils ont pris en compte la composition de l'atmosphère martienne, la pression atmosphérique, etc., pour savoir comment se diffuserait un son sur place. Donc l'idée, c'était de diffuser, en fait, de faire une simulation informatique et tu peux y rentrer un peu n'importe quelle musique. Et en gros, c'est ce que ça te ressort de cette simulation, c'est comment tu l'entendrais sur Mars à 1 mètre de distance des enceintes, quoi, en gros. Et du coup, ils ont fait ce papier-là, et ils ont dû contacter pas mal de scientifiques qui, eux, par contre, n'étaient pas du tout dans le son, travaillaient pas forcément du tout dans le son, mais travaillaient effectivement, si je me souviens bien, à la NASA et à l'ESA pour pouvoir avoir les informations et la technique, en gros, pour pouvoir faire cette simulation informatique. Et je me souviens que malheureusement, ils n'ont pas créé un logiciel dans lequel tu pouvais rentrer n'importe quelle musique pour écouter ce que ça donnerait sur Mars, mais ils avaient diffusé plusieurs pistes sonores qui étaient, donc du coup, toi, tu les percevais à travers ton casque, comme si tu étais à 1 mètre de distance, mais sur le sol martien. C'était ça Ok. la news sonore, en gros, que j'avais entendu de Mars il y a quelques années de ça, je pense 5 ans. J'en avais parlé dans une émission sur Good Morning Toulouse à l'époque aussi, Ah, ok, si je me d'accord. souviens bien, ouais. Et d'ailleurs, ce qui est aussi très intéressant, c'est que la NASA a mis en place sur son site euh, une sorte de petite application où vous pouvez enregistrer votre voix et elle vous le ressort
comme on vous seriez entendu sur Mars. Ah, est-ce qu'ils se seraient pas mis en lien? Est-ce qu'ils auraient pas Mais réutilisé le peut-être, programme peut-être. développé? En vrai, c'est possible. Mais en Et tout cas, ce qui est d'ailleurs, les drôle, c'est qu'on sons, pourrait. Vas-y, vas-y. je disais d'ailleurs les sons qu'a évoqué Gaëtan, donc c'est, comment appeler ça, ces hypothèses de sons, en fait, je crois, ont été très très bonnes d'ailleurs, puisque le micro de Supercam ont révélé un son qui est très très proche de ce qu'on imaginait. Et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils peuvent réellement comparer la simulation que eux ont créée à la réalité, en fait. Enfin, en essayant de reproduire des sons similaires à ce que Supercam enregistre, ils peuvent Mhm. vraiment confronter leur programme à la réalité. Et c'est, ouais, j'avais pas cette insight-là de ce logiciel, si on peut dire, qui a été créé il y a quelques années. Donc Ouais, merci moi, ça Gaëtan. m'avait fait complètement capoter quand j'avais entendu ce truc-là. J'étais là, c'est génial ce truc. Tu Mhm. peux entendre comment se diffuserait telle ou telle musique sur Mars. Moi, j'avais trouvé ça absolument génial. Alors que en fait, c'était une toute petite, c'est un tout petit groupe de recherche qui était fait principalement, si je me souviens bien, d'étudiants qui travaillaient en ingénierie sonore et pas du tout, encore une fois, Ouais, ouais, en mais bon, astrophysique, quoi. Mais moi, j'avais trouvé ça absolument génial comme idée. Puis en plus de ça, c'est un outil intéressant. c'est vachement communicateur comme truc parce que ici, ils avaient fabriqué ce logiciel à l'époque qui permettait de rentrer n'importe quelle piste que toi t'apprécies et de l'entendre comme si tu étais sur Mars. Enfin, tu vois, au niveau de la com, Mhm. je trouvais ça vraiment génial, quoi. Ça alpague pas mal le chaland, l'idée d'entendre du son comme si. Et Du coup, maintenant, je sais pas si c'est aussi, si c'est la même étude qui en fait révèle qu'on avait des bonnes connaissances déjà de l'atmosphère martienne. Parce qu'à l'époque, je me souviens qu'ils disaient les étudiants que c'était une simulation, mais qui était complètement mathématique, en gros. Et donc, du coup, tu peux pas, t'es obligé d'exclure une partie de la réverbération, par exemple, du sol martien. Ça exclut aussi les mouvements de vent et d'air qu'il peut y avoir sur place, outre les mouvements de vent créés par le son humain. Ce qui fait qu'évidemment, sur place, c'est pas exactement la même chose. Si jamais il y a une petite brise, si jamais il y a plusieurs rochers aux alentours du truc, etc. Je sais pas, on pourrait peut-être même penser à faire de la musique adaptée pour Mars, Ouais, qui peut c'est ça, c'est exactement ça, ouais. C'est-à-dire qu'au-delà de faire de la musique et de la passer dans le logiciel pour la transformer, l'idée de construire, enfin comment dire, ouais, d'écrire de la musique, mais pour qu'elle soit diffusée en prenant en compte en fait les modalités de l'atmosphère en gros et de la pression atmosphérique martienne, pour que être... la musique qui arrive dans tes oreilles, ça soit celle que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et du coup, exactement. à l'inverse, ça serait de l'écouter dans notre atmosphère qui rendrait pas la musique correcte, tu vois. Ouais. en Ouais, gros, vous voulez ça faire peut de la être. musique très très fort, on a bien compris. Euh, Bon, d'accord. non, ça me va aussi, donc Ok, ça on est va. grillé. Mais je crois que Gaëtan, tu avais aussi une autre petite actu en lien avec Mars. Est-ce que tu peux nous en dire Ouais, plus? absolument, bah, j'ai topé ça là, il y a 2 semaines en fait. Il y a une étude qui vient de paraître donc ce mois-ci au grand public, alors qu'en fait elle a déjà été écrite et elle est déjà apparue à l'université en question, qui a fait la recherche en décembre 2020. Donc ça reste pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est il y a un nuage sur Mars qui est déjà connu depuis pas mal de temps, qui est assez étrange, qui fait des choses un peu cheloues. Alors, rien de théorie du complot, etc. Mon Dieu, les aliens ont une usine sur Mars, ou ce genre de choses, hein. Ça fait très longtemps que c'est débunké, ce genre de choses. Mais en l'occurrence, ouais, il y a encore pas mal de mystères qui entourent cette formation nuageuse. Alors, pour vous faire un topo, c'est une formation qu'on connaît, enfin, comment dire, elle a déjà été perçue partiellement par Viking en 1976, donc ça date déjà d'il y a un moment. On sait que ce truc-là existe, cette formation nuageuse, mais jusque-là, on s'était vraiment jamais renseigné sur la question. On a émis des hypothèses sur comment elle se forme, etc. Et pour topo, ce qui est assez étrange avec cette formation nuageuse, c'est que c'est une formation qui n'apparaît qu'à une certaine saison de Mars, c'est-à-dire que c'est en gros juste avant l'hiver dans l'hémisphère sud que se forme cette chose-là. Ça dure à peu près 3 mois, où tous les matins, il y a de 5 heures à 10 heures, si je me souviens bien, je vais regarder mes notes, mais je crois que c'est ça, de 5 heures à 13 heures, 13 heures de l'après-midi, qu'il y a ce nuage qui apparaît et après il disparaît entièrement. Et c'est tous les matins pendant cette saison-là, le reste de l'année, ça n'existe pas. Donc du coup, le souci qu'ils avaient, c'est que pour pouvoir observer ce nuage-là via une orbite, malheureusement,
pour que la lumière soit bonne, la plupart des orbiteurs, ils passent en après-midi en fait au-dessus des zones qu'ils veulent scanner. Et donc du coup, c'était très difficile d'avoir quelque chose de 5h à 13h. Donc ils étaient un petit peu embêtés avec ça. Bon, alors heureusement, il y a Mars Express qui a une vitesse et une orbite qui permet de l'observer. Donc ils ont récemment là, pu faire des observations via Mars Express. Et puis, pas seulement, puisque le lander de Mars Express, qui est Beagle 2, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là, mais Beagle 2 qui était lancé avec Mars Express en 2003, quand il s'est entre guillemets écrasé sur Mars, on a considéré que sa mission était terminée, parce qu'en plus, on n'a pas eu de contact avec lui pour pas mal de temps. Et en fait, il s'est avéré que c'est juste une partie des panneaux qui ne se sont pas déployés, donc sa mission pouvait pas être menée à terme, mais ils ont reprogrammé notamment en fait la partie vidéo de Beagle 2 qui s'appelle le VMC, qui veut dire, je crois, Visual Monitoring Cam. Donc en gros, c'est la webcam martienne, une pro-webcam martienne, en quelque sorte. Et ils ont reprogrammé cette webcam en gros pour pouvoir observer depuis le sol le nuage martien et l'atmosphère en général. Et donc, du coup, ils ont essayé de regarder qu'est-ce que ça a donné, quelle est l'origine de ce nuage, pourquoi il se forme à ce moment-là. Donc, c'est encore une étude qui est en cours. Mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est un nuage qui donc se forme entre 5h et 13h, qui fait à peu près 1800 km de long pour 150 km de large. Donc, on le voit clairement sur les photos anciennes où on voit l'ensemble d'une face de Mars. On voit un énorme balafre matinal, en gros, sur la photo. Et c'est un nuage qui se forme depuis Artia Mons. Donc c'est un des trois. Je ne sais pas si vous connaissez bien la cartographie martienne, mais en gros, il y a Olympus, Mons. Oui. Quand on descend au sud-est, il y a trois volcans qui sont quasiment sur une ligne droite, qui sont assez visibles aussi. Et en gros, celui qui est le plus au sud, c'est celui-là, c'est Artia Mons. Alors, encore une fois, on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne que sur Artia Mons et pas sur les trois autres, mais depuis Artia Mons, il y a à 5h du matin un énorme panache de nuages qui se forment, qui s'étend jusqu'à à peu près 1000, 1200, 1100 km de long en direction de Olympus Mons et ensuite se détache de Arcia. Ça se détache vers 8h30 et c'est un truc saisonnier. L'idée, ça arrive déjà sur, je ne sais plus comment ça s'appelle le type de nuage en question, mais ça arrive souvent dans sur des genre de formation nuageuse, c'est quand l'air en fait frotte le long de la montagne et remonte vers le sommet. Arrivé au sommet, ça fait une espèce de panache qui dégage un nuage, mais on n'a jamais sur Terre, en tout cas, un nuage d'une telle taille qui dure aussi longtemps et qui est aussi dynamique, c'est-à-dire qui s'étend sur une grosse surface et qui est en train d'être étudié. Alors bon, ils savent que, enfin, pour l'instant, il n'y a pas de spéculation particulière pour dire oui, ça va être une énorme découverte, etc. C'est probablement quelque chose qui va être de l'ordre du détail pour qui concerne l'ensemble de l'atmosphère martienne. Il y a peu de chances qu'il y ait une énorme révélation sur comment fonctionne la météorologie martienne, etc. Mais ceci dit, ça veut dire que quelque part, avec Olympus, qui est donc non seulement le plus gros massif de Mars, mais aussi de l'entièreté du système solaire. Donc ça, c'est un des paysages martiens qui doit être colossal à voir en vrai. Mais on peut s'imaginer qu'à terme, cette formation nuageuse, donc de Arcia Mons, ça soit un des spectacles martiens qui soient les plus étonnants à voir, puisque pendant toute une saison, en gros, imaginons plus tard à l'avenir avec des humains en place sur Mars, le spectacle on sait que quand l'hiver au sud va se pointer, on peut pendant 3 mois aller voir, il n'y a pas de problème, tous les matins c'est au rendez-vous, il y a une formation d'un nuage colossal qui est au rendez-vous tous les matins, quoi. Donc c'est ça qui m'a le plus fait rêver en quelque sorte, c'est l'idée que on est en train d'étudier un des spectacles en gros de Mars plus qu'une question de science ou de topologie générale de Mars. On est en train de se renseigner sur une des features en gros de Mars qui est probablement la plus spectaculaire. C'est un petit peu l'équivalent des chutes du Niagara pour ce qui est de la Terre, quoi, je pense, ce lieu-là, parce que il y a cette formation assez étrange qui se met en place, quoi. Donc voilà, ils sont en train de se renseigner sur la question. Ils vont faire plus de captures d'images
Et puis ça veut dire que d'ici quelques mois, peut-être, on aura plus de renseignements sur ça et peut-être même des simulations, qui sait, informatiques de la formation de ce nuage qui est, encore une fois, relativement colossal, j'ai envie de dire. Je sais pas pour vous les gars, moi j'en avais très peu entendu parler. Je crois que j'ai vu passer un article sur lequel je me suis pas trop arrêté dernièrement, mais j'en avais pas vraiment entendu parler de ça. Moi, c'est vrai que Moi, perso, j'en avais. Pardon. non, vas-y. J'en avais pas trop entendu parler. Enfin, j'avais vu une image ou deux passer sur les réseaux, mais pas avec autant d'informations, parce que peut-être j'avais pas pris le temps de m'y intéresser suffisamment. Mais c'est vrai que, comme dit Gaëtan, on est vraiment témoin à longue distance d'un spectacle qui est quand même hyper intéressant du point de vue scientifique, mais hyper beau du point de vue artistique, si j'ose dire. Mais alors moi déjà, j'en avais pas du tout entendu parler, ou peut-être vaguement, mais alors honnêtement, l'info a dû passer à la trappe. Euh, c'est, Ça doit être absolument splendide globalement, et c'est fou parce que enfin, ça me fait penser. Je sais pas si vous avez vu, si quelle question. Évidemment que vous avez vu ces posters qui ont été faits par la NASA pour entre guillemets promouvoir Ah ouais, le c'était des tourisme posters spatial ouais, c'est futurisme. ça. Ouais, je me souviens de Futuriste, ce truc-là, ouais. vous C'était assez voyez? beau, ouais. Bah, voilà, ils mettaient en scène des lieux absolument magnifiques du système solaire, Je pense en que c'était mode Olympus voyager. pour Mars, hein. Ouais. Ouais, je pense que c'était ça. Et c'était genre voyager dans les nuages de Vénus, Ouais. machin, etc. Et ton nuage là, ça m'inspire un petit peu ça, tu vois. Moi, je me l'imagine. Enfin, je m'imagine le voir là-bas et ouais, c'est vraiment, ça a l'air fort. Enfin, c'est c'est le genre de spectacle qu'on peut appeler spectacle, bah, je sais pas, solaire Naturel, ouais, peut-être. c'est Enfin, comme le Grand Canyon, ouais, c'est ça. voilà, mais à une autre échelle. Parce qu'on est habitué aux 7 merveilles du monde, machin, etc., sur Terre. Mais on n'est pas habitué à savoir quelles sont les autres merveilles naturelles qui existent dans le système solaire. Enfin, je veux dire, nous, peut-être si, mais le, le, le grand public, on va dire. Et pourtant, je pense il y a des merveilles absolument splendides à observer et je pense, qui changeraient un homme, globalement. En espérant Ouais, que justement des humains puissent l'observer un jour, quoi. Réellement ça de leur serait propre d'enfer. Non, vue. mais c'est vrai que c'est ça qui me faisait enfin, qui m'a surtout touché quand j'ai vu ce truc-là et que je me suis renseigné. J'ai fait, ouais, d'accord, on est sur du spectacle naturel assez pété parce que globalement, même si c'est effectivement extrêmement impressionnant de se retrouver avec des images de Mars, etc., on est souvent, ou même des images de la Lune ou Vénus ou que sais-je, tu vois, on se retrouve avec des images qui sont souvent extrêmement désertiques, très pauvres et rustres. Et même si j'apprécie énormément ce genre d'images, c'est vrai que de se dire, imaginons qu'on fasse tomber un lander juste à côté du volcan et qu'on puisse tourner la caméra vers le volcan et de voir cet énorme panache de nuages se dégager à un moment donné avec de la HD ou de la 4K, rien que ça, avant même d'avoir quelqu'un qui soit directement en live en train de mater ce truc-là. Je veux dire, un rendez-vous possible, type comme les caméras qu'on a sur l'ISS à l'heure actuelle, auxquelles on peut se connecter n'importe quand pour pouvoir voir plusieurs levées de soleil par jour, voir potentiellement les astronautes bosser sur l'ISS directement. Enfin, on peut s'imaginer plus tard, effectivement, aussi, avant même une colonisation et de pouvoir le voir nous en vrai, la possibilité qu'on ait sur place un lander qui soit pas loin d'un spectacle, Ouais. en gros, martien, et dont l'objectif soit aussi, quelque part, c'est un peu dommage à dire, mais quasiment que pour de la com, c'est-à-dire pas forcément pour de la science pure et dure, ou des recherches qui soient pas forcément essentielles, mais de pouvoir donner à voir en fait des features martiennes qui sont géniales, un ravin, le mont Olympus Mons, ou ce genre de choses. Enfin, j'étais pas du tout au courant non plus moi de ce nuage, et c'est en me renseignant là-dessus que je me suis dit bon là on est face à quelque chose qui est qui est de l'ordre du Grand Canyon martien, qui est de l'ordre des chutes du Niagara ou ce genre. Sur ça, j'invite aussi quand même tous les auditeurs à aller voir les dernières photos publiées par Persévérance, qui sont quand même si c'est pas sur des choses aussi grandioses peut-être que ça, juste le fait de voir en Full HD Mars, le cratère G0 qui entoure notre petit rover Persévérance, c'est déjà assez incroyable. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Gaëtan, ou est-ce qu'on enchaîne? Non, tout va bien. Juste s'il faut pour l'information, l'étude est en train de se faire par l'université du Pays Basque. D'accord. Donc Ok. voilà, si jamais vous voulez vous renseigner là-dessus, il faut aller checker
soit faut checker sur Google avec les mots-clés que vous avez de l'émission, mais sinon, la plupart des papiers scientifiques vont être publiés ou sont déjà publiés par l'université du. Ok, bah, je pense qu'on suivra ça dans dans les prochains mois, voire années, sur ces développements. Je vois qu'on a déjà pas mal parlé quand même, donc je vais essayer de faire rapide sur ma petite actu pour la première partie que vous avez sûrement déjà vu passer, je pense. Ça concerne l'entreprise américaine Rocket Lab, qui nous habituait à des petits lanceurs développés principalement pour envoyer ce qu'on appelle des CubeSats, des nanosats dans l'espace, donc qui sont des tout petits satellites, de l'ordre parfois d'une canette de soda ou d'une grosse boîte à chaussures. Et ils ont annoncé donc le 1er mars une petite évolution dans leur panel de lanceurs, disons. Il n'y aura plus seulement que le lanceur Electron, donc qui était capable d'envoyer, je revérifie les chiffres pour pas vous dire de bêtises, qui était capable d'envoyer 300 kilos en orbite basse. Mais là, ils ont annoncé contre, entre guillemets, leurs promesses passées, donc leur directeur a d'ailleurs mangé littéralement son chapeau parce qu'il l'avait dit qu'il ne le ferait pas et au final ils vont le faire. Ils ont annoncé qu'ils vont créer une nouvelle fusée plus puissante qui s'appellera cette fois Neutron, donc après Electron, Neutron, pour envoyer cette fois 8000 kilos, donc 8 tonnes en orbite basse, ce qui est quand même pas du tout la même chose, et qui sera réutilisable. Alors entièrement réutilisable, c'est pas encore très clair, mais on sait qu'elle sera réutilisable. Donc fait qui est plutôt drôle, et je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qu'ils ont sortie sur leur chaîne YouTube à cette occasion. Le patron de Rocket Lab a littéralement découpé un bout de casquette Electron, enfin une casquette de Rocket Lab, l'a mixé et en a mangé un bout pour dire que, comme l'expression qui existe aussi en anglais, il a mangé son chapeau parce que il a au final menti et il revient sur sa parole. Donc je trouve que le coup de com est très bien fait. On en avait déjà discuté un petit peu entre nous, mais voilà, c'est une entreprise qui a l'habitude un petit peu d'avoir ce genre de communication, mais là, l'annonce a quand même fait grand bruit parce que mine de rien, Rocket Lab, c'est une petite entreprise, entre guillemets, du spatial qui monte et qui monte très fort depuis ces dernières années. Donc, je pense que c'est un sujet à suivre. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire sur cette annonce. Est-ce que la campagne vous a touché un petit peu ou pas du tout? Mon Dieu, cette vidéo était d'une qualité monstrueuse. L'étudiant en communication que je suis aurait pu en pleurer, tellement c'était beau. Je veux dire, hormis l'annonce qui est super excitante pour le fan de spatial que je suis, le fan de belles images et de beaux montages et de beaux cadrages et de beau travelling que je suis a adoré cette vidéo. Allez la voir. Je suis plutôt d'accord. Et je tiens à te rappeler qu'aujourd'hui, tu n'es plus un étudiant en communication, mais tu es un professionnel en communication. Ne te dévalorise pas, s'il te plaît. Mais C'est voilà, vrai. enfin après, j'invite tout le monde à aller la voir. C'est une vidéo courte, c'est très très bien foutu comme le disait Maxime, et c'est quand même une annonce qui mine de rien va faire bouger pas mal de choses, je pense. Donc à partir de 2024, qui est la date de lancement annoncée pour le moment. Deuxième partie d'actu qui elle sera peut-être un peu moins connue. Il y a une deuxième entreprise. Un peu, j'ai envie de dire, du gabarit de Rocket Lab, même s'ils sont pas sur le même secteur, qui s'appelle Relativity Space, dont la marque de fabrique est la volonté de construire le premier lanceur entièrement ou presque entièrement imprimé en 3D, qui sera le lanceur Terran One, qui est déjà en cours de construction et dont de conception et de construction, et dont le premier vol est programmé pour la fin de cette année normalement, qui a déjà annoncé, avant d'avoir fait voler son premier lanceur, la suite. Donc le premier lanceur de Terran One, cette fois, de Relativity Space, excusez-moi, sera d'une capacité de 8000 kg aussi environ. Donc pareil que la future fusée de Rocket Lab. Mais le prochain, l'annonce donc qui s'appellera Terran Air, qui sera lui aussi entièrement imprimé en 3D et entièrement réutilisable, donc toute la fusée, pas seulement le premier étage, pourra embarquer un peu plus d'une vingtaine de tonnes, enfin environ une vingtaine de tonnes, ce qui sera comparable à une Falcon 9. Et ça, c'est quand même pas rien que cette entreprise qui innove déjà très fortement en construisant tout son lanceur, ou presque l'extrême majorité de son lanceur, en impression 3D, ce qui est déjà un sacré défi, annonce en fait tout simplement, tranquillement, qu'ils vont venir concurrencer SpaceX sur leur fusée la plus utilisée actuellement, qui est la Falcon 9, et qui peut envoyer aux alentours de justement une vingtaine de tonnes en orbite basse. Donc bon, ça fait pas trembler SpaceX pour autant, c'est pas ce que je dis, mais selon moi, je pense que c'est un élément à suivre parce qu'ils ont des arguments qui sont
très très intéressant, en rappelant que l'impression 3D, ça permet d'économiser beaucoup d'argent, mais on verra ce que ça donnera dans la réalité. Est-ce que celle-ci, vous en avez entendu parler ou pas du tout? Est-ce que vous avez vu passer l'info? Vu passer l'info, pareil que tout à l'heure, oui, mais celle-ci plus discrètement pour le coup, très honnêtement. J'avoue que c'était un peu passé à la trappe parmi, le reste, des recherches, mais très intéressant en tout cas. C'est des choses qui sont cool à savoir, surtout la petite anecdote, enfin petite anecdote plus que ça, mais sur Rocket Lab, c'est, ce genre de coup de com qui fait un peu buzzer et qui fait bien marcher, le monde du spatial, on va dire. Ouais, et puis pour corriger, j'ai dit une bêtise, je crois, Terran One, donc qui sera le premier lanceur, pourra emmener moins que ce que j'ai dit. Je crois que c'est de l'ordre de 1250 kilos. Mais par contre, Terran Air sera comparable à une Falcon 9 et sera entièrement réutilisable. Donc on verra bien ce que ça donnera. Voilà, je vais te passer la parole, mon cher Thomas, pour parler de ton actualité tout de suite. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Simon. Alors, mon actualité, en fait, c'est plusieurs petites sous-actus, mais pour parler un petit peu d'exoplanètes. Les exoplanètes, c'est un sujet qui, depuis quelques années, mine de rien, fait bien parler. Pourquoi? Bah, parce que c'est un petit peu le Graal des étoiles, sujet de nombreuses recherches et observations. Ces exoplanètes, ce sont des planètes qui tournent autour de Soleil, en dehors de notre système tel que nous le connaissons et qui présentent des similitudes, plus ou moins proches à ce que nous connaissons, alors que ce soit sur la Terre, sur Jupiter, Mars, Saturne ou, des planètes que nous pouvons observer dans notre cercle proche, dans notre cercle de potes. Alors ce qu'on sait des dernières actus, c'est que, ces planètes-là, ces exoplanètes, présentent toujours à la fois des mystères, mais aussi des comment dire? Des petites choses un peu, hors du commun qui sont sujettes à beaucoup de recherches parce que très intéressantes. Mais, dans les dernières actus, Hubble a observé une exoplanète qui, perd son atmosphère et la reconstitue. Alors cette exoplanète, c'est GJ, 1132b. Alors je Toujours suis aussi désolé doué pour pour les noms. ah c'est terrible, hein, c'est mon grand talon d'Achille, qui orbite autour d'une naine rouge, donc 5 fois plus petite que notre Soleil. Mais donc voilà, elle a cette particularité, il y a un gros travail sur l'atmosphère qui se reconstitue et qui se dégrade. Heu, donc voilà. Donc ça, c'est pour le 1er, la première actu sur ces planètes-là. Pour susciter un petit peu la curiosité de nos très chers auditeurs, on a aussi découvert une exoplanète proche de la Terre. Alors, proche bien sûr, c'est vite dit, hein, je crois que c'est 26 années-lumière, et dont on pourrait étudier l'habitabilité. Alors là, même chose, je tiens à le préciser, on entend souvent au niveau de la communication qui est faite auprès du grand public, exoplanète égale, future 2e Terre. Oui, mais non. Oui, parce que, bah, on cherche toujours des liens avec la Terre, des liens qui pourraient potentiellement permettre d'abriter une forme de vie, mais non, parce que je tiens à rappeler, ce qui fait, la vie comme nous la connaissons sur notre Terre, est un concours de circonstances, de complexité et d'éléments, heu, infimes que pour le retrouver ailleurs, ce serait extrêmement complexe. Mais il y a toujours cette recherche, cet espoir et donc c'est auprès de Gliese 486b, qui orbite autour d'une petite étoile et d'une naine rouge aussi, qu'on a retrouvé donc, des similitudes à notre Terre. Alors, similitudes oui, mais je tiens à préciser que je crois qu'il fait presque 400°, sur cette, planète. Donc voilà, c'est une rocheuse, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil pour voir un petit peu ce qu'il en est, d'un peu plus près, si je puis me permettre, l'expression. Mais encore une fois, voilà, il faut toujours prendre, ces articles et ces news avec des pincettes parce que voilà, on dit: «Une habitabilité, oui», mais la zone d'habitabilité comme elle a été définie est extrêmement fine et il faut toujours prendre en compte, bah, les autres éléments qu'on peut avoir, soit, des températures poussées aux extrêmes, comme on n'en connaît pas forcément, mais soit plein d'autres choses, l'atmosphère et tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se jouer. On Ouais, a c'est clair, aussi, d'autant que ouais, tu peux vas-y. rien qu'avec l'atmosphère, il peut te retrouver avec des gaz parce que qu'elle soit dans la tranche d'habitabilité, quelle est la bonne taille, que de l'exposition solaire, et cetera. Il y a plein d'autres éléments qui peuvent faire que ça fonctionne pas, quoi. Même pour Absolument. potentiellement faire de la terraformation. Exactement, c'est ce que je disais, c'est que la vie comme on la connaît nous sur terre, comme on connaît, le tonton Didier ou, la tante Monique,
finalement, tout ça, ça a pu être permis par l'extrême complexité de tous les éléments qui ont pu se réunir, en un lieu, en un instant, sur plusieurs années. Mais il faut bien prendre conscience que pour retrouver ces conditions ailleurs, c'est extrêmement complexe et en même temps très peu improbable. Donc on cherche, mais on cherche aussi d'autres, types de formes de vie possibles. Oui, ce Donc qui importe. Vas-y, ouais, finis. non, non, mais j'allais embrayer sur une autre, petit point d'actu, exoplanète, mais vas-y, je t'en prie. Non, mais ce qui est Rebondis. important à dire pour ce que le point de vue que tu développes, c'est aussi de bien expliquer que la recherche concernant les exoplanètes, c'est pas une recherche qui est vouée à trouver entre guillemets un plan B au cas où encore une fois on ruine notre Terre jusqu'au dernier souffle quoi. Donc c'est pas du tout ça. C'est d'observer où dans l'univers pourrait s'être éventuellement développée une forme de vie sur différentes échelles, disons, parce que voilà, tu l'as nommé, 26 années-lumière, on considère ça comme relativement proche, c'est strictement inatteignable pour l'homme, mais c'est aussi un point de vue voilà, d'observation de l'univers plutôt que de solutions annexes pour une future humanité. Quoi. C'est un point quand même important à rappeler. C'est ça, et dans le cadre exoplanète, on a réussi à faire l'observation, d'exoplanètes de type Terre. Alors, donc de type Terre, on a les types Jupiter, les types, Saturne, les types voilà, on fait un petit peu des liens entre ce qu'on connaît et ce qu'on voit. Mais, là encore une fois, ces planètes de type Terre, elles se situent plus entre, comment dire? Des planètes, Neptune et Saturne, c'est-à-dire qu'encore une fois, ça reste extrêmement complexe. Mais tout ça, ça reste de l'observation. Il faut bien l'entendre, c'est qu'on cherche à voir des éléments, on cherche à obtenir des données et on ne cherche pas non plus à trouver, comme le disait si bien Simon, une Terre, 2.0 pour aller, se foutre en l'air un peu plus loin. Donc ça, c'était une autre petite info et enfin, pour revenir à, Gliese, 486b, qui est en effet, il faut le savoir, une des exoplanètes qui est le plus, dans l'œil des chercheurs, si je puis dire. Et ben, parce que c'est une super Terre, alors super Terre, qui sort du lot. Qui sort du lot parce qu'elle a une certaine proximité, encore une fois toute relative, mais qui nous permet non pas d'aller y foutre les pieds, mais une observation qui est un peu plus importante, un peu plus intéressante que d'autres, avec le télescope spatial James Webb. Et là, je vous invite à aller, faire une petite recherche Google, ce magnifique télescope. La chaleur qui règne à la surface, bien qu'elle soit très importante, pardon, hem, gonfle son atmosphère et permet non pas, d'accueillir des astronautes sans casque, mais aux chercheurs de faire des observations plus détaillées et plus importantes et surtout, elle passe régulièrement entre la Terre et son étoile, hein, l'étoile de Gliese, ce qui permet aux astronomes, d'accéder à ces informations et de pouvoir l'observer dans de meilleures conditions, tout simplement. Donc ça, image bien ce qu'on disait jusque-là, c'est que ces exoplanètes ne sont pas là pour chercher un endroit où aller, planter des carottes, mais plutôt où faire des observations qui soient, des plus intéressantes et des similitudes. Voilà. Donc ça, c'est pour des petites infos en vrac que j'ai trouvées, ces 2 dernières semaines, sur les exoplanètes. Mais là aussi, je vous invite à surtout aller creuser le sujet parce que c'est un sujet qui est hyper vaste. On a des exoplanètes de tout type, et de toute composition et franchement, c'est un sujet passionnant. Je pense que les chroniqueurs autour de cette table virtuelle ne pourront que, l'affirmer. Les chroniqueurs sont actuellement abasourdis, je tiens à le dire. Je ne sais pas si vous vouliez réagir rapidement, les gars, là-dessus. Bah, il y aurait plein de trucs à dire sur les exoplanètes en Ouais, général. je pense C'est qu'on en vrai que ce rediscutera, qui, mais ce vas-y. qui est malheureusement, enfin, ce qui est chiant, c'est avec les médias, en gros, qui sont même pas de l'ordre de la vulgarisation scientifique, la plupart du temps, dès que il y a un scientifique qui parle d'exoplanètes, tout le monde est en train de péter un câble avec ça en disant waouh, waouh, waouh. En plus, c'est super proche parce que c'est à 25 années-lumière, mais enfin, de quoi on parle, quoi. Genre, Oui, essayez oui, un non, peu de vous c'est... calmer avec ce truc-là. Mais Alors, ouais. j'en profite pour rebondir sur ce que tu reviens là-dessus. J'invite, les auditeurs qui ne l'auraient pas vu. Je trouve que pour bien comprendre la notion d'année-lumière et la notion de déplacement dans l'espace, je vous invite à consulter tout simplement l'exoconférence d'Alexandre Astier qui, je trouve, image avec humour et en même temps avec comment dire? Des informations toutes justement trouvées, ces notions-là.
Voilà, Mmh. c'était mon petit Ça rebond. remet dans pas mal de choses dans le contexte, c'est sûr. Ouais. Exactement. Bah écoute, je sais pas si on parce que je pense que dans tous les cas, les exoplanètes, on va y revenir. Sûrement dans le cadre d'un dossier, ce sera très intéressant. Mais sinon, je vais te laisser, Thomas, embrayer vers la prochaine rubrique, disons, que tu vas nous présenter d'une main Absolument. de maître, je n'en doute absolument pas. Alors, messieurs, dames, accrochez-vous à vos fauteuils spatiaux. La fusée va décoller vers une nouvelle fois le Golden Records. Cette fois-ci, nous partons en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je ne la ferai pas à l'anglaise, bien que c'est comme ça qu'elle soit écrite dans le titre. Mais le titre est Men's House Song, et donc pour représenter cette magnifique nation. Donc c'est une musique qui dure 1 minute 25 et que je vous laisse le plaisir de découvrir. On en rediscute juste après. Et bien voilà, donc c'était New House Song, Men's House Song, pardon. Donc ce chant de nouvelle, eh bien je l'ai perdu. Ce son Papouasie de Nouvelle-Guinée. Papouasie-Nouvelle-Guinée, merci. Donc, je vais plutôt demander l'avis des chroniqueurs, à savoir qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est particulier, mais jusque-là on n'est pas surpris, on a eu des sons un peu de toutes origines, mais qu'en pensez-vous? C'est voilà, c'est déstabilisant, c'est différent, c'est très répétitif. Personnellement, c'est m'hypnotise moins que d'autres sons qu'on a pu entendre dans l'émission, mais c'est reconnaissable, disons. Qu'il te manque de bière Ouais, dans le sang, je pense. c'est assez étrange, effectivement. Je m'attendais pas à ça sur le Golden Records, en fait. Je savais qu'il y avait des trucs assez étranges, mais là, puis je m'attendais pas à ça de la Papouasie. Je sais pas pourquoi je m'attendais à un truc nettement plus, je sais pas, musique du monde, trad. Fun, quoi. En fait, bah, fun, oui ou pas, hein, mais là, c'est assez étrange. Ouais, c'est vraiment, ça me fait poser plein de questions là. Je vais aller regarder ce que c'est que ce truc parce que c'est complètement ouf, quoi. Et toi, mon cher Maxime, qu'en penses-tu? Bah, moi, je me demande toujours si on a écouté la même chose. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, Si ça a duré 1 minute 26, c'est qu'on est sur la même chose. Est-ce que C'est ça peut-être a qu'on l'a duré pas 1 reçu minute ouais. pareil. 25 et est-ce que Ouais. tu as entendu le même instrument pendant à peu près 1 minute 25 faire le même son? Tu. Ouais, c'est Ouais, ça, on a exactement, écouté c'est la même ça, c'est chose. ça. Ouais. Ouais, mais moi, c'est fou, moi, il y a rien qui me choque là-dedans, en fait. Enfin, Mais C'est pas que ça c'est me choque pas choquant. choquant, non, mais non, non, mais enfin, moi, enfin, globalement, non, enfin, moi, je trouve ça et musical et enfin, je sais pas. Je pense que ce qu'on doit écouter nous dans nos vies respectives doit beaucoup jouer ouais, Oui, parce que j'ai l'habitude d'écouter des trucs ultra répétitifs à la limite de à la limite du tenable et, euh, c'est et sûr je que quand tu suis écoutes du beaucoup Autocare tous les jours, voilà, et beaucoup dans tout est préparé. l'expérimental. Donc moi, je trouve ça pas expérimental du tout déjà. ouais. Après pour Et rebondir sur ouais, vas-y, pardon. moi je trouve ça, non, en réalité, je trouve ça assez beau, assez relaxant. Mais très honnêtement, Relax, moi, quand tu parles de vécu, moi je t'avoue que ça me fait penser à une chose. Alors je suis désolé pour tous les aficionados de la flûte à bec, mais moi ça me rappelle mes cours de 6e quand j'ai planté ma flûte à bec dans mon nez et que j'ai tenté quelque chose, tu vois? En termes de son, on on s'en en est rapproche. rendu là, on en est rendu là.
Non, Mon Dieu. mais écoute, t'as eu une sacrée enfance, j'ai envie de dire, hein, mais non, après, moi, ça me choque pas pour autant, hein, mais c'est juste que, pareil, un peu comme l'a dit Gaëtan, je m'attendais pas du tout à ça Ouais, sur une musique originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais bon, après, dans le Golden Record, il y a aussi des sons de la Terre en général, donc pourquoi pas en vrai. Mais bon, est-ce que Moi, je veux dire, s'ils un ont dernier décidé que ressenti, ouais? c'était représentatif, Ah, bien sûr. mais c'est voilà, en fait, juste, c'est que ça l'est et que ça représente l'humanité. C'est ça qu'il faut pas oublier non plus. c'est C'est ça. l'humanité. C'est une musique de l'humanité. Mais juste pour rebondir là-dessus, en fait, c'est ça que ça m'évoque. C'est le fait que tu te dises ça me saute au visage, en quelque sorte. C'est que jusque-là, on a quand même eu des musiques qui nous faisaient penser au pays d'origine, alors de près ou de loin, mais ça nous évoquait toujours quelque chose même d'assez poétique, mais qui nous rappelait le pays. Et là, c'est vrai que c'est un peu déroutant, bah, parce que, on pense Papouasie-Nouvelle-Guinée, on pense un petit peu le côté exotique, on pense il y a un peu ce cliché qui vient prendre la part et là, la musique derrière ne l'illustre pas du tout ce cliché, je l'entends bien. Donc c'est vrai que c'est ça qui peut-être est un peu déroutant. Je sais pas. Eh bien, Moi, écoutez, C'est ça. je me dis pour avoir écouté pas mal de morceaux qui sont sur le Golden Record pour justement pour les choisir, etc. Enfin, je pense qu'on a encore des sacrés trucs à écouter ah oui, oui, oui. qui surpassent en bizarritude, je vais appeler ça comme ça, ce morceau, clairement. Ah non, mais faut y aller crescendo, hein. Nous, peut-être qu'on est préparés, mais les auditeurs ne le sont peut-être pas tous, donc on y Vous va n'êtes pas prêts. petit à petit. Ah, et voilà, il en restera plein et on vous les passera tous, si possible. On ira avec passion. Je vous propose, Peut-être. les gars, parce que on a peut-être, si vous êtes sages et que vous avez de la chance, on a quand même pas mal dépassé. On change un peu nos habitudes. D'habitude, c'est plus le dossier qui nous prend du temps. Donc là, il va falloir être clair et concis. On a choisi cette semaine, enfin ce mois-ci, j'ai envie de dire, de vous parler d'un sujet qui est quand même mine de rien important, qu'on avait déjà un petit peu effleuré dans de précédentes émissions, qui est la militarisation de l'espace, en tout cas de l'orbite terrestre. Là, il y a un sujet qui nous fait en parler aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas peut-être, que la France s'est dotée de son armée spatiale, j'ai envie de dire, parce que ça y ressemble, qui s'appelle le commandement de l'espace, qui est intégré à l'armée de l'air, qui aujourd'hui d'ailleurs s'appelle l'armée de l'air et de l'espace depuis 2020 officiellement. Et donc le commandement de l'espace, qui est la branche dédiée à ce nouveau milieu, comme son nom l'indique, a réalisé cette semaine un test sobrement et judicieusement appelé Astérix, qui a duré pendant une semaine, en gros, pour faire des simulations d'actes de défense spatiale. Pour l'instant, pas offensif, hein, bien sûr, uniquement défensif, comme ils appellent ça, de la défense active, sur le site du CST, donc le site du CNES à Toulouse, parce que le commandement d'espace est implanté là-bas. 60 opérateurs ont réalisé une batterie de tests et de simulations pour voir comment on pourrait réagir à différentes situations qui nécessitent l'intervention de l'armée française. On pourra en reparler plus en détail, mais déjà d'un point de vue général, alors on avait déjà un peu évoqué le sujet rapidement, mais vous, qu'est-ce que ça vous évoque, toute cette montée en puissance un peu du côté militarisé de l'espace avec, on en parlait, les États-Unis, la Space Force, mais aussi la Chine, la Russie, etc. Vous, d'un point de vue global, ce sentiment, il est comment? Non. Non, enfin, non, c'est un non Justement. aux armes dans l'espace. Alors, je vais pas la jouer, peace and love, mais quand même, le problème étant que, déjà, moi, quand on alors c'est pas toi spécialement, hein, c'est les articles qui sont sortis là-dessus aussi. Quand on dit: «Oui, on a fait des tests pendant une semaine sur un aspect, défensif et non pas offensif», beh, oui, mais c'est un peu noyer le poisson. C'est-à-dire que quand tu veux envisager des scénarios défensifs, c'est que forcément tu as envisagé les scénarios offensifs en amont. Heu, tu peux pas te défendre contre de l'air si tu veux et en général, connaissant un petit peu les politiques stratégiques, que tu envisages, c'est que tu envisages quand même le pire comme le meilleur, comme différents scénarios possibles. Mais ce que c'est juste pour dire ça, déjà ça me dérange un petit peu et ensuite c'est vraiment ce côté, ben, merde quoi, enfin on s'en met déjà assez plein la gueule sur le sol, dans l'air et dans les mers et là ça y est, on trouve le moyen de commencer à décoller un petit peu, mais on va encore trouver le moyen de s'en mettre plein la gueule et moi ça me fatigue. J'ai pas envie de revenir encore une fois sur le traité de l'espace qui, même dans son premier paragraphe, premier article, stipule que non, qu'on est censé coopérer tous ensemble dans un même but, mais moi je comprends l'intérêt de chaque pays de se défendre pour gagner en pouvoir et de pouvoir un petit peu
eh bien, peser dans le game et imposer aussi une ligne de conduite. Mais à un moment donné, il serait temps qu'on arrive à se mettre d'accord sur un sujet commun, quoi. Voilà, moi, c'est toujours un truc où j'ai du mal. Mais ce n'est que mon avis. D'autres avis peut-être sur la question? Après, on pourra revenir dessus en général et Bah, puis c'est étayer avec ouais, des exemples. c'est effectivement, de toute façon, oui, je suis plutôt d'accord, c'est le même topo. Enfin, en fait, moi, quand tu as annoncé, tu vois, le sujet et que tu as parlé du fait que notamment l'armée de l'air s'appelle l'armée de l'air et de l'espace, enfin, après, c'est peut-être, comment dire, j'ai peut-être un tel ressenti avec le gouvernement français en général que peut-être que c'est un peu biaisé, mais moi, ça m'a fait mourir de rire, quoi. Parce que les seules choses enfin, je veux dire, on fait partie des puissances effectivement d'armée les plus importantes sur Terre, ce qui est pitoyable, ce qu'on devrait pas en fait être. Et donc déjà ça, c'est un tort, je pense, fondamental pour le pays des droits de l'homme. Et ensuite, secondo, enfin, je veux dire, mais la bande de pignoufs qu'on a à l'armée, à la gendarmerie, et à que sais-je, ça me fait mourir de rire, quoi. Genre le commandement de l'espace, mais oh là là, je sais pas, genre au-delà du fait qu'effectivement c'est un non catégorique pour moi pour la militarisation de l'espace, c'est compliqué parce qu'effectivement on peut pas dire simplement non parce que et si jamais une autre nation prend le dessus militairement, comment ça se passe? Est-ce qu'on a un OTAN? Est-ce qu'on a un ONU qui permettrait de tenir la bribe à certaines nations qui pourraient péter des câbles? Donc effectivement c'est pas aussi simple que juste non on n'en fait pas. Mais par contre, enfin, je sais pas si c'était pour une question de communication ou que sais-je que ça s'est lancé cette idée de commandement de l'espace, Ouais, ça Mais donne les un peu seules choses moi que ça me rappelle, ouais c'est Vas-y, ça. vas-y, pardon. Puis les seules choses que ça me rappelle en plus, enfin naturellement quand me vient comment dire l'idée d'une innovation militaire française, je vois des essais nucléaires en Polynésie, tu vois et 100 000 cas de cancer dans des populations qui ont jamais rien demandé à personne. Donc, si tu veux, leurs essais, que ce soit de la défense passive ou active ou que sais-je, de toute façon, ça va être mal fait, ça va être fait par des pignoufs, ça va être communiqué par des pignoufs. Enfin, genre, voilà, on est entouré de crétins. C'est OSS 117 dans l'espace, quoi. C'est sûr à 100%. Non, puis ça fait J'espère très pas quand effet de même. mode aussi, ça fait un peu effet de mode, genre, ça y est, Ah, on Trump y a dit: «On va reviendra, envoyer des» ouais, mais enfin, non, mais c'est juste l'image en termes de com, c'est que ça peut évoquer plein de choses et pour avoir un peu discuté de ça avec des collègues à moi qui sont pas du tout, tournés vers le spatial et tout ça, mais qui ont quand même chopé l'info sur les réseaux, bah, j'ai eu ce retour-là du sentiment de se dire: «Beh, ça y est, Trump a balancé à un moment donné qu'il voulait envoyer des commandos dans l'espace et donc tout le monde s'y met, quoi». Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, ça commence à exploser un peu dans tous les sens et dans tous les pays et c'est finalement un petit peu des fois des regards qui en ressortent. C'est, voilà, cet effet de mode où tout le monde se dit: «Bah, ça y est, il faut qu'on se dote de, nos FAMAS spatiaux, quoi». C'est pas exactement ça, mais oui, ça peut y ressembler. Maxime, je crois que tu voulais Oui, rebondir aussi un peu là-dessus? Ouais, moi, je suis assez partagé. Je suis assez partagé et j'ai envie de vous taquiner un peu. Parce que, je me dis que d'un côté, si c'est fait, si ça existe, l'armée de l'air et de l'espace, le commandant de l'espace, c'est qu'on a des raisons de le faire. On l'a vu, enfin, je veux dire, des satellites espions, on sait que ça existe. On sait qu'il y a eu des manœuvres, plus que douteuses, envers des satellites, français, envers des satellites, de nations alliées et aujourd'hui, moi, je pense que c'est une raison suffisante pour se dire qu'on a besoin, de ce genre de de ce genre d'entité, qu'est, le commandement de l'espace, au CNES. Maintenant, la question, c'est aussi de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on en a envie et dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment pertinent? Heu, est-ce que la menace, militaire spatiale, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que, on n'exagère pas un petit peu? Je sais pas. Je me dis juste qu'on est quand même, je vais pas dire entouré, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de nations légèrement instables, hein. Et par nation, j'entends aussi, dirigeants. Enfin, je veux dire,
globalement, enfin, il y a encore beaucoup de dictatures, il y a encore beaucoup de, je, je sais pas, de nations qui sont pas fiables. Et, et je trouve que c'est quand même une raison suffisante pour se permettre de commencer à développer ce genre d'entité. Parce que tout bonnement, en France, on a quand même cette putain d'habitude d'être tout le temps à la bourre. C'est pas Ok. faux. Pour donner un tout petit peu d'éléments de contexte avant de te laisser rebondir, peut-être Gaëtan, sur ce que tu disais, pour préciser très clairement, en 2016, on sait qu'un satellite militaire français, donc qui s'appelle Syracuse, a été approché de très près, de trop près, j'ai envie de dire, par un satellite espion qu'on pense être soit chinois, soit russe, dont on n'a pas la certitude. Par contre, en 2017, on a la certitude qu'un autre satellite franco-italien, lui, a été approché et a été j'ai envie de dire abordé même presque par un satellite russe qu'on a observé directement, qui a pu récupérer, enfin en tout cas qui a essayé de récupérer des données sur ce que transmettait le satellite. Donc oui, ça Et existe. puis, Vas-y. juste pour détailler un peu plus, et puis ce satellite franco-italien dont tu parles, on parle pas d'un satellite quelconque, on parle pas d'un Ah non, c'est un satellite satellite militaire, ouais. qui fait des relevés océanographiques ou quoi que ce soit. On parle d'un satellite de télécommunication Mm. développé entre la France et l'Italie. Je veux dire, Ouais. c'est quand même des choses stratégiques. Aujourd'hui, si on parlait d'une brèche sur le territoire national, physique, en France, d'un espion ou je sais pas quoi qui aurait réussi à infiltrer les locaux de je ne sais quelle entité militaire, ça serait un scandale. Alors, je vois pas pourquoi dans l'espace, on laisserait faire et on minimiserait le fait. Je suis d'accord avec l'idée il y a l'air d'avoir un danger. Après, bon, je sais pas s'il faut être alarmiste non plus sur le sujet, parce que je pense que si des informations peuvent être récupérées, doivent être récupérées par quelconque nation instable ou pas fiable, comme tu le dis, c'est pas en approchant un satellite d'un autre qu'ils vont le faire aujourd'hui, hein, parce que les paquets de données, ils ont pas besoin d'être physiquement dans l'espace pour les récupérer. Donc, je me dis que c'est ça qui me pose problème, moi, avec cette idée de commandement de l'espace. Le lieu, tu vois, dans la façon dont c'est nommé et la façon dont on fait la communication là-dessus, on a vraiment le sentiment qu'on est en train de développer des cosmonautes avec des flingues. Ou Ouais, alors mais, ouais, mais des ça, satellites qui vont faire de la militarisation directe physique dans l'espace. ouais, Alors mais que ça, à la la limite, ça, réaction, enfin, pour moi, c'est juste une dérive pop culture, Space Force de Netflix, tu vois. Enfin, non Mais mais, si, oui, mais juste enfin, pas pour que. rebondir là-dessus, juste Euh, pour clarifier un truc, c'est que je suis d'accord avec le côté c'est une dérive. Mais si cette dérive elle est présente, le problème c'est qu'elle est présente dans l'esprit du grand public parce que ben, on communique pas assez là-dessus. Je veux dire, tu prends pas mal de monde, je pense que personne n'est capable de dire concrètement à quoi s'avère ce commandement de l'espace si c'est préparer des astronautes à prendre des flingues et à tirer sur les Exactement. satellites espions chinois. Mm. Je veux dire, ouais, mais dans après, l'oreille du grand public. Non mais la mais c'est communication, pour ça n'a ça, jamais été juste. leur truc non plus. Mais même n'importe qui entre nous tous, est-ce que concrètement, l'un d'entre nous est capable de définir concrètement les objectifs du commandement de l'espace? Parce que en quoi il y a besoin d'avoir le commandement de l'espace? C'est ça, d'avoir créé une entité comme ça à part, entre guillemets, et de dire il y a le commandement de l'espace et on rajoute dans l'armée de l'air, hein, qui est quand même. C'est pas, ils font pas partie des mecs qui s'occupent des renseignements généraux, quoi. L'armée de l'air est associée à l'armée de l'air et de l'espace. On sait qu'on a une communication et une entité qui physiquement a l'air d'être présente dans un lieu qui est au-delà de notre atmosphère, pour faire simple, quoi. Alors que si le souci et comment dire, la menace dont tu parlais, c'est celle-ci, eh ben en fait, c'est pas la peine de créer la task force de l'espace ou que sais-je. Il faut doter notre contre-intelligence de plus de sécurité informatique. Tu vois ce que je veux dire, c'est que l'idée de dire attention, c'est le commandement de l'espace. On a l'impression que ça va s'occuper que de ça. Au contraire, il y aurait pu y avoir une communication, voire même des fonds débloqués et peut-être même une nouvelle branche débloquée au niveau de la contre-intelligence qui dit ça s'occupe spécifiquement des datas. Tu vois, un truc qui s'occupe spécifiquement des datas qui doivent être sécurisées via les Ouais, satellites mais dans l'espace. là, tu parles de data, mais par exemple,
est-ce que tu fais des tests de destruction de satellites qui ont Ouais, il été y a faits ça, j'allais y venir, ouais. par d'autres nations il me semble qu'on parle de la Chine, là, non? On parle de la Chine à plusieurs reprises et on parle de l'Inde aussi plus récemment. Ouais. La Chine, dès 2007, a envoyé un missile pour détruire un de ses anciens satellites pour déjà vérifier bien qu'ils en avaient la capacité. Et oui, ils en avaient la capacité, malheureusement, pour la pollution en orbite terrestre dont on a déjà parlé. C'était un autre sujet un peu plus écologique, j'ai envie de dire. En tout cas, un questionnement écologique sur lequel je voulais revenir aussi parce que ça déplace un petit peu le questionnement sur des questions qui sont justement très très importantes dans le monde contemporain et qui sont liées aussi à ce sujet-là qui est la militarisation de l'espace, quoi. Bah, je sais pas, moi je m'y connais pas assez, mais si je peux me permettre quelques secondes, hein, mais l'idée de flinguer un satellite ou plusieurs simultanément, admettons, imaginons que ça soit un truc, une attaque incroyable où on flingue une bonne partie des satellites français. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui me plante, hein, mais dans l'idée, j'ai un peu le sentiment que ce que ça ferait, ça serait couper des câbles téléphoniques en quelque sorte, tu vois. Et pas forcément nous amputer d'un truc parfaitement essentiel. Je pense qu'il y a possibilité d'avoir énormément de backup vis-à-vis de ce genre d'attaque-là. D'autant qu'une attaque telle que celle-ci, si il y a destruction du matériel, et c'est pas juste de l'espionnage ou du renseignement, là on est sur un acte militaire. C'est exactement la même chose que quelqu'un qui vient et qui fait sauter une tour de communication directement sur le territoire français. Ouais, Donc, non, c'est sûr. quelque part, après, la suite de l'affaire, elle va pas se diriger dans l'espace. Si jamais si jamais un missile chinois flingue un satellite français, la prochaine étape de cette confrontation, ça sera pas, eh ben, puisque c'est ça, nous aussi, on envoie un missile sur un satellite chinois. Non, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une déclaration de guerre et que ça va se passer Ah pas non, mais forcément oui, dans l'espace. Tu vois ce que je veux dire? ce serait un acte de guerre, C'est c'est pour ça que sûr. je sais pas la façon dont la communication est faite là-dessus et l'idée que ça devient essentiel, presque de donner un petit peu la peur au ventre avec l'idée qu'il y a un problème qui se passe avec la militarisation de l'espace. C'est pas justement en militarisant encore plus l'espace qu'on règle le problème. Après, je sais pas. La Encore une fois, je suis communication, pas. la communication, elle est faite au râteau en plus. Enfin, je suis désolé, mais Mais comme je dis, c'est pas qu'elle est faite au râteau, la communication, c'est que en soi, on n'est pas de la part de l'armée, on n'est pas en droit de s'attendre à une communication. C'est aussi simple que ça. ouais, mais le Je veux problème, dire, c'est qu'encore une fois, je veux on dire, est de plus en plus dans une époque où les gens ont besoin de savoir où leur argent part et comment l'argent de l'État est Mhm. utilisé. Et là, on mais crée non, un mais quatrième corps militaire non, mais ça et c'est clair. encore quand tu dis, tu prends les gens qui payent des impôts, le commun des mortels, etc. Tu leur dis armée de l'air. Bon, bah, les gens, ils disent, ok, c'est pour protéger notre espace aérien, les avions qui tirent des missiles et qui font pampan. Ok. Armée de terre, ok, tu cernes. Armée de la marine, ok, tu cernes. Mais commandement d'espace, il y a déjà le CNES où les gens, tu prends 70% de la population française, je pense qu'ils sont pas tous capables de dire exactement à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'ils font concrètement. Commandement d'espace, c'est encore plus flou. Et moi, juste pour revenir à ça, c'est un sujet on peut débattre, je pense, pendant des heures. Mais pour moi, le principal problème, c'est au-delà du simple fait que, comme vous disiez très justement, je suis d'accord, s'il y avait un missile qui partait sur, le mauvais satellite, ça partirait en sucette pour pas choisir un autre mot. Je suis d'accord, mais tout ça, c'est un jeu de pouvoir et de supériorité. On est tellement installé dans un truc où c'est qui va avoir la plus grosse, qu'on cherche à dominer un espace qu'on maîtrise pas du tout encore. On maîtrise à peine les océans, on essaie de le maîtriser, mais le spatial, c'est encore plus compliqué. Et plutôt que de se tourner ensemble vers un sujet commun sur lequel on pourrait tous avancer ensemble pour se dépasser et aller vers C'est l'infini et utopique. l'au-delà. C'est Non, mais c'est utopique. très hippie, ouais, Mais bien effectivement, c'est très sûr, hippie. Ouais. absolument, C'est trop absolument. utopique. Mais le problème, c'est qu'on maîtrise même pas enfin, ce que je veux dire, c'est que pour amener ça plus terre à terre et moins utopique, se battre sur Terre, on maîtrise le terrain. Là, on veut se battre dans un environnement où on contrôle pas 10% de ce qui va se passer quand on va appuyer sur un bouton. Enfin, Alors justement, pour être un peu plus peut-être dans la réalité des choses, enfin pragmatique en tout cas dans notre époque actuelle, parce que je peux absolument pas me projeter sur même 10 ans, c'est compliqué, mais si on veut parler un peu des missions qui sont données au commandement de l'espace dans ce qu'on en sait, parce que comme elle l'a répété Maxime, c'est vrai que quand on touche à des sujets de défense, c'est très secret sur plein de points, à raison selon certains, à tort selon d'autres. Je pense qu'il n'y a pas
aucun des extrêmes n'a raison, mais le commandement de l'espace, un des projets dont on a rapidement parlé dans Odyssée, dans les premières émissions, c'est par exemple un satellite qu'on appelle patrouilleur, qui s'appellerait peut-être Yoda d'ailleurs, comme ils l'ont annoncé, qui ferait de la surveillance des autres satellites de la flotte française sensible, par exemple. Ça serait une des applications entre plein d'autres, hein, de défense aussi, par exemple, d'une rentrée atmosphérique d'un astéroïde non contrôlé. Le commandement de l'espace s'intéresse aussi à ça. Mais selon moi, là où, par exemple, la com des Américains a été très différente, et là où on revient un peu plus peut-être vers un scénario un peu la Space Force bizarrement de Netflix, c'est que il y a eu, on en avait aussi parlé d'ailleurs, une cérémonie qui a été organisée dans l'ISS il y a quelques mois, où un astronaute de la NASA a officiellement prêté serment dans la Space Force, en gros est passé du commandement de la NASA à l'entité armée de l'espace américaine qui s'appelle Space Force, en faisant une cérémonie sur l'honneur, etc., au sein de l'ISS, qui avait posé plein de questions. Et ça, tu vois, par exemple, c'est aussi... comment montrer comment l'investissement militaire, entre guillemets, dans l'espace peut avoir des échelles et puis des applications très différentes. Encore une fois, on est sur une conception qui s'oppose entre Américains, Français, Chinois et autres, mais tout n'est pas simple et pas uniforme. C'est pas en mode tout le monde développe son armée pour l'envoyer dans l'espace. Il y a une question de, je pense, dissuasion, hein, comme on pouvait avoir avec le nucléaire il y a 40 ou 50 ans, mais en tout cas, je pense que c'est une question, comme beaucoup d'autres qu'on a déjà évoquées, sur lesquelles les gens doivent être informés, doivent en avoir conscience. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment on en parle dans cette émission, pas pour évoquer nos opinions personnelles et autres. Bien sûr, on le fait, mais on débat, mais c'est aussi pour en prendre conscience plus qu'autre chose, quoi. Enfin, je sais pas, après, voilà. Je sais pas, parce que là, je vois qu'on a déjà une sacrée émission. Si Ouais, vous avez c'est un sujet qui est vaste, hein, c'est sûr. On y reviendra, je pense, parce qu'il va y avoir d'autres actualités et on n'a pas défriché tout ce qui est possible d'en dire. Mais vas-y, Thomas. Pour le coup, ça pourrait être, je pense, très intéressant de faire peut-être un petit peu une émission à thème sur la militarisation de l'espace, et peut-être d'agrandir notre table à des personnes qui sont peut-être moins tournées vers les sujets spatiaux comme nous pouvons l'être tous les quatre, à une ou deux ou trois personnes qui pourraient en connaître très peu, s'instruire un minimum, mais juste pour avoir le ressenti, on va dire, du grand public, justement, comme on l'évoque si souvent, pour en débattre un peu différemment, je pense. Oui, c'est sûr. On repensera, je pense, un format là-dessus, mais dans tous les cas, c'est à peu près certain qu'on va déjà continuer d'en parler entre nous, en off, et à s'écharper, je pense, sur certains trucs, mais c'est ça qui fait une belle amitié. Mais on y reviendra Absolument. effectivement aussi dans Odyssée, c'est certain. En tout cas, j'espère et nous espérons tous que cette émission aura pu vous plaire. Comme on vous l'a dit en début de programme, on ne sera pas là dans 2 semaines parce qu'on a tous des calendriers un petit peu tendus ces derniers temps, mais bien sûr on pense fort à vous et on continue à se renseigner pour vous faire des émissions toujours plus intéressantes. On espère que ça vous aura plu et on vous dit donc dans 1 mois logiquement. On espère peut-être vous retrouver avant, mais j'en doute. Et puis moi personnellement je vous fais plein de bisous et puis je laisse les gars vous en faire aussi, je pense. Ouais, Absolument. plein de bisous à vous tous. Un grand merci pour votre soutien et la participation à mes merveilleux comparses et à ce débat enflammé. Maxime, mon M16 laser t'attend. Et puis à la prochaine. Come get me. Et à toutes. Ouais, gros bisous.